3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner les résultats du concours avec Team Retro US en fin de vidéo, c'est du contenu overtime que je vous propose. Sauf que ce sera pas un overtime habituel, vous savez, ceux avec un top 6. D'ailleurs, je vais sûrement même pas classer cette vidéo dans la même playlist que les autres. Et oui, ceux qui me suivent le savent, je me suis lancé dans un truc. Bien motivé par les vidéos des gars de Trash Talk, je me suis mis moi aussi à faire mon top 100 all-time. C'est ainsi que depuis début février, sur Instagram, vous pouvez suivre mon classement au jour le jour. Ouais, tous les matins, j'annonce un nouveau joueur, et bien entendu, j'ai commencé par le numéro 100. À savoir que tous les noms déjà dévoilés sont disponibles dans mes stories à la une, histoire de ne rien manquer. Et là, en vrai, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que vous semblez kiffer ça. Tous les jours, je reçois des dizaines de messages privés ultra gentils dans le but de débattre et franchement, c'est génial. Alors s'il y a bien une chose que je vous demande, c'est de venir me rejoindre sur Insta pour qu'on partage cette aventure tous ensemble quotidiennement. Car ouais, c'est bel et bien sur ce réseau que vous aurez mon top 100 en avant-première. Breaking news. Sauf que au départ, j'avais vraiment prévu de laisser l'exclusivité à Insta. Mais là, vous l'avez compris, mes plans sont en train de changer. Parce que ouais, j'ai reçu beaucoup de messages de votre part qui me demandaient tous la même chose. Vous me disiez que c'était dommage de ne pas évoquer la carrière des joueurs que je dévoilais, et vous me disiez aussi que c'était dommage de ne pas les présenter un minimum. Et vous avez raison, je crois bien, surtout que de ma place, c'est plutôt frustrant. Du coup, je reviens sur ma décision parce que l'occasion est belle, je trouve. Là, sur Insta, j'ai déjà publié les places de 100 à 81, ça fait 20 places. Alors pourquoi ne pas reprendre un à un ces joueurs et venir vous en parler sur YouTube? Parce que ouais, c'est vrai qu'Insta c'est pas la plateforme idéale si je veux rentrer dans les détails. Donc voilà, je le répète, à la base c'était pas prévu, mais c'est vous qui m'avez convaincu. Bon après je vous vois certains. Ouais, tu copies Trash Talk, t'es pas inventif. Et clairement, au niveau du timing, je comprends que vous puissiez penser ça. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, laissez-moi vous dire deux trucs. Le premier, c'est que le concept de top 100 all-time existe depuis bien longtemps, bien avant Trash Talk, mais ça limite on s'en fout. Le deuxième truc est plus important. Si je fais ce top 100 maintenant, c'est justement pour apporter quelque chose de complémentaire à ce qu'ils font. Un truc qui vous permettra de comparer leur top 100, votre top 100 et le mien. Parce que ouais, en vrai, il y a aucune chance qu'on tombe sur les mêmes résultats. Alors toi, t'as même pas commencé que t'avoues déjà que tu feras pas l'unanimité. Clairement, en tant que fan de basket, on a tous des sensibilités différentes et c'est justement ça qui crée la richesse dans nos débats. Surtout que là, il va y avoir un côté clairement subjectif en plus. Déjà, on va évaluer le niveau de jeu, le palmarès et les accomplissements bien sûr, mais ce n'est pas tout. Car ouais, le plus important, c'est quelque chose de global, quelque chose qu'on appelle la greatness. En gros, ça correspond à l'aura que tel ou tel homme a dégagé sur toute la planète basket. Alors là, on va parler des records, du charisme, de l'influence sociale et culturelle, du beau jeu, des titres universitaires, des titres FIBA. Tout ça sera mixé et pris en compte. La seule et unique condition pour pouvoir rentrer dans ce top, c'est d'avoir joué en NBA. Et vu que dans l'histoire, il y a près de 5000 mecs qui sont passés par la Grande Ligue, vous imaginez que ça n'a pas été simple de n'en garder que 100 et de les hiérarchiser. Ouais, j'imagine, puis il y a beaucoup de critères en plus, t'as réussi à t'en sortir? Ah bah je vais pas mentir, ça a été chaud. Je me suis plongé dans mes souvenirs, dans les vieilles vidéos de match, dans les highlights, dans mes bouquins et surtout dans les chiffres de basketball référence. J'ai essayé de tout prendre en compte, de tout comparer et tout mixer. J'ai transpiré, j'ai hésité, je me suis posé 1000 questions, mais j'ai fini par trancher. C'est le but du jeu, non? Et avec ça, j'ai fini par obtenir un top 100 dont je suis assez fier. Et même si ceux qui me suivent sur Insta connaissent les choix que je vais évoquer aujourd'hui, et même certains des suivants, le but là, ça va être de détailler. Et donc, c'est une vidéo très lourde qui va arriver en parlant des joueurs que je classe de la place 100 à la place 81. Là, je pourrais passer du temps à énumérer leurs stats, leurs accomplissements, leurs records. Mais ce serait quoi le but en fait? Ce serait long et ce serait rébarbatif. Moi, je préfère vous livrer mes anecdotes préférées ou encore les événements marquants de leur carrière. Tout le reste en fait je l'afficherai. Pour les stats je mettrai celle en carrière et pour les trophées il y aura des pictos ou des badges si vous préférez. D'ailleurs je vous affiche la légende là. Essayez de bien la retenir si vous voulez suivre tout au long de ma vidéo. Si besoin n'hésitez pas à noter le timecode pour revenir ici au cas où. Puis si vous avez la flemme de faire marcher vos neurones en fait c'est juste pas bien grave. Ce qu'il faut retenir grosso modo c'est que même si certains badges sont plus importants que d'autres, plus un joueur en aura et plus il aura de chances de rentrer dans la légende. Bon par contre je n'affiche que les récompenses en tant que joueur hein. Si un gars a une grosse carrière comme coach ou comme dirigeant après sa retraite, bien sûr ça rentrera dans sa légende. Par contre, ça n'aura pas autant d'impact que des accomplissements en tant que joueur. Bah ouais, on fait un top 100 all-time des joueurs, donc c'est normal dans un tel format. Pareil, pour ce qui est des récompenses jeunes ou des récompenses en ABA, je ne les afficherai pas, même si elles peuvent avoir un impact. Pour ce qui est de la FIBA, par contre, il y aura des badges pour tout ce qui a eu lieu au niveau international ou dans les coupes continentales. Mais les trophées nationaux, j'ai préféré faire l'impasse. Parce que ouais, croyez-moi, si je n'avais pas fait un peu de tri, je n'aurais clairement pas eu assez de cet écran pour tout afficher. Sachez aussi, pour être précis, que ce classement a été effectué le 1er janvier 2020. Les choses peuvent
peuvent vite bouger en NBA, il sera déjà peut-être obsolète d'ici 1 ou 2 ans. Parce qu'en plus de ça, ouais, ce n'est jamais simple de classer des joueurs dont la carrière n'est pas terminée. Certains peuvent encore tellement faire mieux, et si l'un d'eux marque 102 points demain, vous pensez pas qu'il va augmenter? Mais bon, soyons honnêtes, il fallait se jeter à l'eau et ça aurait été bien trop dommage de se passer des joueurs actuels. Enfin, avant que je m'arrête, pour ceux qui trouvent que tel ou tel joueur est classé beaucoup trop bas, dites-vous bien que c'est déjà énorme d'être classé dans un top 100 all-time. Ce type de classement sur plus de 70 ans de NBA, ça représente purement et simplement l'élite de l'élite. Attention, ces hommes sont très dangereux. Voilà, je vais encore me faire descendre parce que l'intro est trop longue, mais là je pense que vous avez maintenant tous les éléments. Alors zep parti pour les places 100 à 81 de mon top 100 all-time. En numéro 100, nous allons parler d'Yao Ming. C'est lui qui ouvrait mon top 100 all-time sur Insta et le gars a vraiment fait réagir. C'est là que c'est rigolo car personne n'était d'accord. Certains trouvaient ça abusé qu'il soit là car il n'a pas eu une carrière assez longue. D'autres évoquaient que c'était un scandale qu'il soit si bas car sans ses blessures il aurait tout pété. Et en fait vous avez tous un peu raison. Premièrement, le gars était d'une agilité et d'une mobilité jamais vue pour un gars de 2m29. C'est clair qu'il aurait pu toucher des sommets sans ses nombreuses blessures, mais je ne pouvais pas faire mon classement sur des what if. Par contre, ce qui est important, c'est que je trouve que l'impact de Yao va bien au-delà des barrières du parquet. Le géant chinois est l'un des symboles de la mondialisation du basket et sans lui et tous les fans qu'il a entraînés derrière lui, le montant des contrats télésignés dernièrement ne serait sûrement pas aussi élevé. Vous imaginez, grâce aux fans chinois, pendant plusieurs années de suite, il était constamment élu dans le 5 du All-Star Game. Il est un vrai symbole de l'histoire de la NBA. Et quand on sait qu'à cause de lui, Charles Barkley a dû embrasser les fesses d'un âne, ça ajoute encore du fun à sa légende. Pour la place 99, parlons de Dave DeBusschere, le mec est mythique. Un guerrier tenace, déterminé sous les panneaux, qui donnait tout en défense et est resté un vrai symbole partout où il est passé. Le gars se battait sur chaque possession et fut l'un des premiers intérieurs de l'histoire à réussir à s'écarter du cercle avec succès. C'était létal. Faut dire aussi que DeBusschere avait des qualités athlétiques hors normes. Star au lycée et à la fac dans son Michigan natal, il était aussi doué pour le basket que pour le baseball. Faut dire qu'il a été pro dans les deux sports avant de choisir la balle orange et les Pistons. Anecdote intéressante, lorsqu'à 24 ans il se fracture la jambe, DeBusschere est promu coach puis coach joueur à son retour. Au vu de l'âge qu'il avait, ça montre le QI basket du gars. Par contre, pour moi, le meilleur de la carrière de Dave se déroule au Knicks après son transfert. Ayant rejoint le duo Willie Street-Walt Frazier, il a pu apporter une mentalité défensive qui manquait clairement à Red Holzman. Les connaisseurs le savent, il est un acteur majeur des deux seuls titres de l'histoire des Knicks. Rien que ça, dans une franchise pareille, ça vaut son pesant de cacahuètes. Ajoute à ça le fait que le gars ait été dirigeant ensuite puis commissionneur de la ABA et tu comprendras l'impact qu'il a pu avoir sur le basket. En place 98, parlons de Derrick Rose maintenant. Ce choix aussi, il a clairement fait débat, un peu pour les mêmes raisons qu'Yao Ming d'ailleurs. Certains me disaient qu'il n'avait pas sa place dans le classement en raison d'un prime trop court. D'autres me disaient que c'était scandaleux de voir un ancien MVP classé si bas. Alors soyons clairs, oui, la carrière de Derrick Rose est partie sur les chapeaux de roue. Malheureusement, des genoux fragiles et de nombreuses blessures l'ont empêché d'aller jusqu'au bout des choses. Je veux pas trop parler de son trophée de MVP 2011 qui a bien créé la polémique chez certains. Par contre, je retiens qu'il est le plus jeune MVP de l'histoire et rien que ça marque. Maintenant, il lui manque beaucoup d'accomplissements dans sa carrière pour être classé plus haut selon moi. Par contre, il ne mérite pas d'être plus bas. Au début des années 2010, le mec était une idole, il était au sommet des ventes de maillots et ses chaussures signature se vendaient comme des petits pains par Adidas. Il est la raison pour laquelle beaucoup de gamins ont commencé à jouer au basket et un peu comme Yao, son aura s'est étendue largement au-delà des parquets. Ma 97e place est attribuée à Lenny Wilkens. En plus d'être l'un des tout meilleurs passeurs de l'histoire, il est l'un des cerveaux les plus talentueux que la balle orange ait pu connaître. Et ouais, il est l'un des 3 seuls hommes à avoir été intronisé au Hall of Fame en tant que joueur mais aussi en tant que coach. Notons qu'à Seattle, il a passé 5 saisons en tant que coach-joueur aussi, ça aide. Au total, 1077 matchs en tant que joueur, 2487 en tant que coach. C'est pas ouf ça? S'il avait pu remporter des bagues lorsqu'il portait des baskets, il aurait probablement pu être bien mieux classé. Cela dit, il compense sur le banc avec un trophée Larry O'Brien gagné avec Seattle, mais aussi 2 médailles olympiques. Dommage, ça ne rentre pas là-haut. Bref, vous l'avez compris, avec Lenny Wilkens, on a affaire à l'un des tout meilleurs entraîneurs de l'histoire. Il est d'ailleurs celui qui a coaché le plus de matchs all-time en NBA. Mais vous imaginez bien que s'il n'y avait que ça, il ne serait pas là aujourd'hui, car Lenny Wilkens était aussi un joueur exceptionnel. Exemple, il est le 15e joueur au classement all-time du total de passes décisives en NBA. Sur le terrain, le mec était un crack, mais en dehors aussi. Toute sa carrière, il s'est battu pour les droits des personnes afro-américaines dans la grande ligue. Le gars a un charisme exceptionnel et a juste été une légende de notre sport, quel que soit le rôle qu'il ait occupé.
Parlons maintenant de Chris Bosh à la 96e place. Beaucoup sous-estiment l'impact qu'il avait sur le terrain. Et ouais, au moment où il a été le plus dans la lumière à Miami, il était quand même dans l'ombre de LeBron James et Dwayne Wade. Mais en vrai, sans lui, je ne suis pas sûr que le Heat aurait remporté ces 2 titres. Déjà, rappelez-vous, c'est lui qui prend le rebond dans le match 6 en 2013 face aux Spurs, juste avant le panier légendaire de Ray Allen. Mais ce serait triste de ne le limiter qu'à ça. Déjà, à la base, Chris Bosh, c'est un franchise player en puissance. En début de carrière, il a réussi à lui tout seul, ou presque, à ramener en playoff des Raptors en perdition. Allez voir leur roster en 2007 si vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur de la tâche. Pour la suite de sa carrière, il a juste su se transformer en coéquipier modèle. Le maillon manquant qui apportait tout ce qu'il fallait à cette équipe du Heat pour qu'elle atteigne des sommets. Des points bien sûr, mais aussi de la dureté, des rebonds et de la défense. Pour moi, il est l'un des joueurs les plus sous-estimés de sa génération. Dommage que sa carrière ait été stoppée de manière brutale et prématurée en raison de problèmes de santé et de caillots de sang. Parlons désormais de Marc Gasol à la 95e place. Comme d'hab avec les joueurs actuels, ce choix a fait débattre. C'est vrai qu'il peut paraître très haut classé si l'on regarde seulement son palmarès NBA. Son seul titre, il l'a gagné l'an dernier alors qu'il commençait déjà à être sur le déclin. Il n'a été que 3 fois All-Star et c'est vrai que ça peut paraître faible par rapport aux joueurs qu'on a étudiés jusqu'à maintenant. Mais pour commencer, regardez son palmarès international. 9 médailles dans les championnats internationaux FIBA, rien que ça. Puis évidemment, ce n'est pas tout, sinon il serait pas là. Il est un excellent défenseur qui a été le leader des Grizzlies pendant des années et a battu plusieurs records de franchise. Il est l'un des symboles de la mentalité grit and grind qui marque probablement la période la plus faste de l'histoire de la franchise du Tennessee. Je trouve que c'est une belle revanche pour un gars que beaucoup avaient mis de côté en le surnommant Big Burrito en raison de son surpoids à l'adolescence. Il s'est d'ailleurs depuis beaucoup investi dans cette cause auprès des jeunes. Alors pour tout ça, Marc Gasol mérite vraiment une place dans mon top 100 all-time. Restons chez les pivots encore, et pour la 94e place, évoquons Alonzo Mourning. Le gars fait partie de ces légendes issues de Georgetown en poste 5 et qui ont été formées par John Thompson. Le mec était talentueux en attaque, certes, mais ce n'est pas cet aspect-là que je retiens le plus. Ouais, car en défense, il était un chien, un guerrier, qui n'hésitait pas à sortir les crocs et les coudes lorsque le match devenait tendu, parlez-en à Pat Ewing. Ces 2 trophées de meilleur défenseur de l'année, il ne les doit pas au hasard. Pour finir, voici un beau symbole marquant l'implication que Zo avait dans son sport. Malgré sa transplantation du rein en 2003, il n'a jamais songé à quitter les parquets, et ce malgré 2 saisons et demie bien galères. Preuve que l'abnégation et le travail payent toujours, Mourning remportera sa seule et unique bague en carrière ensuite en 2006 à l'âge de 35 ans. Un accomplissement ultime pour un grand monsieur du basket. Pour la place 93, évoquons un joueur d'une époque plus ancienne, David Thompson. Le mec n'a même pas atteint la barre des 600 matchs joués en carrière, mais quel impact! Après une énorme carrière universitaire, le gars est arrivé dans la grande ligue et a tout pété dès ses premières années. Mais là où il a fait baver tout le monde, c'est sur sa détente. La rumeur dit même qu'à l'entraînement, il s'amusait à aller poser des pièces de 25 cents en haut de la planche. Genre le truc complètement ouf. Mais bon, David Thompson n'était pas non plus qu'un phénomène de foire, l'arrière était aussi un attaquant hors pair capable de scorer 73 points en un seul et même match. Malheureusement, une blessure à la jambe et une lente descente aux enfers sur un fond de prise de drogue et d'alcool ne lui ont pas permis de continuer à faire ce genre de performance. Néanmoins, il pourra avoir pour fierté d'être l'un des gars qui a le plus influencé Michael Jordan étant jeune. Et ça, ce n'est clairement pas rien. Pour la place 92, voici un joueur plus récent, Chris Webber. Membre du légendaire Fab Five de l'université du Michigan, l'ailier fort était un prodige dès la fac. Lors de son arrivée en NBA, il n'a d'ailleurs pas déçu. Numéro 1 de la draft 1993, il montre ses qualités offensives dès son arrivée et remporte le trophée de Rookie of the Year. Et pourtant difficile pour lui de faire ses marques dans la grande ligue car les Warriors l'envoient vers Washington dès le début de sa saison sophomore. Mais on va passer ça parce que c'est surtout à Sacramento qu'il a le plus marqué les esprits. Le gars nous a quand même sorti une saison à 27 points et demi de moyenne. En point d'orgue de sa carrière, la finale de conférence 2002 face aux Lakers, encore aujourd'hui entachée par un arbitrage très suspect à la fin du match 6. Ces événements auront probablement coûté à Webber une place en finale NBA. Et c'est alarmant parce que l'année suivante, l'intérieur se pète méchamment au niveau du genou. Il perd énormément en puissance, en vitesse et en explosivité et ne retrouvera plus jamais son niveau. Si Webb n'avait même pas 30 ans et lui aussi aurait pu terminer plus haut et grappiller quelques places dans mon classement. Peu importe, on va pas refaire l'histoire et les accomplissements dont il est auteur lui permettent quand même d'asseoir sans souci une place dans mon top 100. En numéro 91, voici Drazen Petrovic, lui aussi a fait polémique sur Insta. Bah ouais, difficile de mettre aussi haut un mec qui n'a joué que 4 saisons en NBA et qui en pleine ascension est décédé d'un tragique accident de voiture. Et pourtant je n'ai pas hésité, car l'arrière en Europe dominait tout. Insolent, chambreur et râleur, il est allé jusqu'à scorer 112 points dans un match de 2 fois 20 minutes. Oui, 112 points à 40 sur 60 au tir. Mais ce n'est pas tout, il a également planté 62 points pour s'imposer en finale de Coupe d'Europe en 1989 ou encore à scorer 51
41 points chez moi à Limoges lorsque j'avais 2 ans pour mener une remontada incroyable contre le CSP en 1986. Je peux vous dire que les anciens à Beaublanc en parlent encore. Bref, sur le vieux continent, le gars était une légende. S'il n'a pas explosé plus tôt en NBA, c'est en grande partie parce qu'à l'époque, il n'était pas simple de se faire une place dans la grande ligue lorsque l'on était européen. D'autant plus quand on a le mal du pays et que l'on parle un anglais approximatif. Tout cela n'a pas empêché Drazen d'insister et de percer. Bosseur et surtout extrêmement sûr de son talent, il commençait à tutoyer les sommets au moment de son décès survenu bien trop tôt. Grâce à sa domination, son mental et ses capacités à scorer hors du commun, Drazen Petrovic a clairement ouvert la porte à toute une génération de joueurs des Balkans qui sont venus ensuite briller dans la grande ligue. Place 90 désormais, parlons de Billy Cunningham, joueur si cher dans le cœur de tous les habitants de l'état de Pennsylvanie. À l'image d'un Lenny Wilkens dont on parlait plus tôt, le gars a tout autant brillé en tant que joueur qu'en tant que coach. Et lui, il a fait quelque chose que j'aime bien, passer l'intégralité de sa carrière NBA sous le même maillot, celui des Philadelphia 76ers. C'est là qu'il a coaché aussi ensuite. Le gars mettait de l'intensité dans tout ce qu'il faisait, était un intérieur rugueux et il était très déconseillé de croiser la route de ses coudes. Méga star de l'université de North Carolina, le gaucher a connu le succès pendant toute sa carrière. Champion NBA en 1967 en tant que joueur, il l'a également été en tant que coach quelques années plus tard en 1983. Et quand pendant 2 ans il a fait une pause de NBA pour aller découvrir les parquets de ABA, il a directement remporté le trophée de MVP. Vous avez dit légende, Billy Cunningham en est une. Changeons de dizaine désormais pour évoquer la place 89. Là, on va évoquer un joueur que vous connaissez extrêmement bien, Klay Thompson. Pour lui encore, j'ai un paquet de gens qui s'offusquaient sur Instagram, notamment des abonnés qui le voyaient classé bien plus haut. Why not? Mais moi je peux pas. J'ai eu beau y réfléchir, mais pour moi, à ce jour, il y a encore 88 gars au-dessus. Bon après, quoi qu'il arrive, rassurez-vous, Klay Thompson n'a que 30 ans et il lui reste encore le temps de grappiller des places. Ce qui lui manque pour moi, ce sont de vraies distinctions individuelles. Ouais, le truc en fait, c'est qu'il n'a jamais vraiment été un franchise player chez les Warriors. Il a toujours été dans l'ombre de Stephen Curry et même celle de Kevin Durant. Bon après peu importe car ça ne l'a pas empêché de faire des perfs de ouf au scoring comme ses 37 points en un quart-temps, ses 60 points en 29 minutes ou encore ses 14 shoots inscrits à 3 points en 27 minutes. Et puis ce n'est pas qu'un joueur unidimensionnel qui ne fait que scorer. Le gars est hyper actif en défense et se tape régulièrement le meilleur joueur adverse. Alors voilà, récompense individuelle ou non, il est dans mon classement all-time. Et ça prouve que sa carrière est déjà épique. Pour la place 88, parlons de Ben Wallace. Alors lui non plus n'a jamais été un franchise player. Cela dit, il a remporté beaucoup plus de récompenses individuelles que Klay Thompson. Pourquoi? Parce qu'il est l'un des meilleurs défenseurs de toute l'histoire. Il est l'un des 2 seuls joueurs all-time à avoir remporté 4 fois le trophée de Defensive Player of the Year. Avec sa coupe afro, il est l'un des gros symboles du retour des Pistons au premier plan dans les années 2000. En 2002, il termine meilleur rebondeur et meilleur contreur de la ligue, accomplissement que seuls 3 autres joueurs ont réalisé dans toute l'histoire. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est parti de très bas. Le jour de la draft, il a été snobé, personne ne lui a fait confiance. Il a donc fait ses gammes en se battant tous les jours tel le guerrier qu'il est. C'est ainsi qu'il est devenu le premier joueur non drafté de l'histoire à être élu titulaire pour un All-Star Game. Pas mal non, et ce qui est génial, c'est qu'il a accompli tout ça sans jamais terminer une saison à plus de 10 points par match en moyenne. Pour la place 87, on reste parmi les intérieurs et on fait un long voyage dans le passé pour évoquer Nate Thurmond. Le joueur, qui a fait l'essentiel de sa carrière aux Warriors, était une bête d'une longueur et d'une musculature incroyable, surtout pour l'époque. Selon Will Chamberlain himself, Thurmond défendait au moins aussi bien que Bill Russell. Il est vrai que selon les observateurs de ce temps, le nombre de contres qu'il posait par match était juste affolant. Il arrivait même à limiter Karim Abdul-Jabbar et à le gêner sur son skyhook. D'ailleurs, et à mon avis ce n'est pas un hasard, lorsque les blocs furent comptabilisés en 1974, Thurmond est devenu le premier joueur de l'histoire à enregistrer officiellement un quadruple-double dans un match. 22 points, 14 rebonds, 13 passes décisives et 12 contres. Et pourtant, il avait déjà 33 ans et était déjà sur le déclin. La rumeur dit d'ailleurs que les matchs à plus de 10 contres dans son prime, il les compte par dizaines. Mais ça, on n'en aura jamais la preuve. Let's go à la place 86 avec Joe Dumars. Là aussi, j'ai eu des critiques sur le fait qu'il était trop bas. Et c'est vrai que ce mec mérite. Le gars est l'un des tout premiers 3&D de la NBA et en défense, quelle intensité il mettait. Il a progressé de façon constante sur les 8 premières saisons de sa carrière avec en point d'orgue le trophée de MVP des finales en 1989. Et c'est peut-être le souci, un peu comme Klay Thompson, il n'a jamais vraiment été un franchise player et n'a pas remporté d'autres récompenses individuelles majeures. De plus, malgré une énorme saison 1992-1993, sur un plan individuel, ses années de prime ont été courtes. Du coup, je dois avouer que quand j'ai réfléchi à mon classement, ça l'a un peu pénalisé. Mais bon, s'il est là, c'est qu'il est quand même un joueur incroyable. Gentleman parmi les bad boys, il était un arrière au mental d'acier. La meilleure anecdote à son sujet provient des finales 1990, lorsque son père était très malade. Dumars, alors qu'il savait son paternel proche de la fin, a alors demandé à tout son entourage de ne pas le prévenir s'il devait arriver quelque chose. Tout ça afin de rester focus un maximum sur le basket. Résultat, avant le match 3, ce qui devait arriver arriva. Dans l'équipe, seul Isaiah Thomas et Chuck Daly étaient au courant de la triste nouvelle.
nouvelle. Ils ne dirent alors rien à leur coéquipier qui marqua 33 points dans la rencontre. Cela a permis aux Pistons de mener 2-1 puis de s'imposer 4-1 pour remporter le titre. Et même si sa carrière de GM, on évitera d'en parler, Gentleman Joe mérite clairement rien que pour tout le dévouement dont il a fait preuve pour son sport. On avance maintenant dans le classement avec la place 85 que j'attribue à Dennis Johnson. L'arrière est là alors que quasiment toute sa carrière il est passé à côté des radars. Malgré de bonnes perfs à l'université de Pepperdine, il ne fut drafté qu'à la 29e place par les Sonics. C'est avec eux que 3 années plus tard, il remporte le titre et devient MVP des finales, précoce. Faut dire qu'après sa performance catastrophique à 0 sur 14 au tir lors du match 7 des finales de l'année précédente, Johnson avait sûrement à cœur de se racheter. Après un court passage chez les Suns, il rejoint ensuite les Celtics et a alors l'occasion de développer sa légende. Le mec devient vite le coéquipier préféré de Larry Bird et ce n'est pas rien. C'est avec lui qu'il ajoute 2 nouvelles bagues à son palmarès. Si à cette époque on parle évidemment beaucoup de gars comme Bird, Parrish ou McHale, DJ était vraiment le liant de cette maison verte. Joueur d'équipe par excellence, il s'est peu à peu mué en un passeur d'élite et à toute sa carrière était un soldat incroyable en défense. Magic Johnson se rappelle d'ailleurs sûrement très bien des différents duels qu'il a livrés face à Dennis Johnson dans les finales. Pour la place 84, on continue sur les arrières puisqu'on va évoquer le nom de Chauncey Billups. Ce mec, bien sûr, on se remémore en premier son titre remporté en 2004 et son trophée de MVP des finales glané par la même occasion. Faut dire que son début de carrière n'avait pas été simple avec 5 franchises connues en 4 saisons. Mais Billups, ce n'est pas que ça, le gars était un vrai as de l'organisation bien souvent sous-estimé. Ce qu'il a apporté à ses équipes, notamment les Pistons et les Nuggets, ça n'a pas de prix. Du leadership, de l'adresse longue distance, une vraie gestion du tempo et surtout des shoots très clutch. Son surnom de Big Shot lui va comme un gant. Faisons quand même un gros big up à Rick Carlisle qui est le premier coach qui lui a fait confiance en NBA. Sans cette rencontre à son arrivée à Détroit, la carrière du meneur de jeu n'aurait sans doute pas été ce qu'elle est aujourd'hui. En numéro 83 maintenant, Bob McAdoo, l'une des plus grosses machines à scorer que la NBA n'ait jamais connue. Athlète incroyable, il était également un spécialiste du saut en hauteur à l'université, ça en a fait un monstre. En plus de jumper plus haut que tout le monde, McAdoo a très vite développé d'excellents instincts pour le scoring et les rebonds. Véritable journeyman, il est passé par 7 équipes différentes dans sa carrière. Ceci dit, on se rappellera surtout de lui aux Braves, aux Knicks et aux Lakers. Ce manque de stabilité, dû à une réputation de feignant et à un manque d'investissement défensif, lui a clairement mis des bâtons dans les roues dans l'optique de construire sa légende. Sans ça, je suis persuadé que le MVP 1975 aurait eu les qualités nécessaires pour se classer bien plus haut dans notre top. Pour être complet, parlons de la décision qu'il a prise à 34 ans. Peu satisfait de la prolongation que lui proposent les Sixers, il décide de s'envoler vers l'Italie. Là-bas, il casse tout pendant 7 ans et devient l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du basket européen. Notons pour finir que depuis Bob McAdoo en 1974, plus personne n'a réussi à produire une saison à plus de 30 points et 15 rebonds de moyenne par match. Ouais, même s'il n'a pas toujours fait les bons choix, avec Bob McAdoo, on a un sacré morceau. Place 82 maintenant et je vais parler d'Alex English. En termes de scoring, là on a un client. Le mec est dans le top 20 des scoreurs all-time, a fait 8 saisons de suite à plus de 25 points et a produit plusieurs matchs à plus de 50 unités. Ce qui est ouf, c'est qu'il faisait ça en tournant régulièrement à plus de 50% de réussite au tir. Pourquoi a-t-il été autant snobé? Difficile à dire. Peut-être parce qu'il n'était pas assez flashy. C'est vrai que le mec ne sautait pas haut, n'était pas puissant et compensait avec de la technique et de la finesse. Moi j'adore, mais ce n'était peut-être pas au goût de tout le monde. Ou alors peut-être était-il trop à part. Et ouais, chose à savoir, plutôt que d'aller faire la fête ou de passer du bon temps avec ses coéquipiers, English préférait consacrer son temps libre à son autre passion, la poésie. Le gars a même été publié dans plusieurs recueils spécialisés, énorme. Ça n'ajoute pas grand chose à sa légende basket, c'est sûr, mais c'était suffisamment original pour être précisé. Enfin, dernier choix pour aujourd'hui, la place numéro 81. Je l'attribue à Chris Mullin. Le gars est le premier shooter qui m'ait autant fait halluciner. Alors qu'il évoluait dans une époque dominée par les big men, Mullin a quand même réussi à tirer son épingle du jeu sans aucune qualité athlétique ou presque. Alcoolique, à son arrivée en NBA, l'ailier n'aurait sûrement pas obtenu la carrière qu'on lui connaît s'il n'avait pas croisé la route de Don Nelson en 1988. Le tacticien, alors coach des Warriors, a imposé à son joueur de faire une cure d'au moins 1 mois et demi. Hors de question de le refaire jouer tant qu'il ne serait pas sevré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a fonctionné. À son retour, Mullin affole les compteurs avec 25 points de moyenne par match, soit sa meilleure saison en carrière. On se rappellera beaucoup de lui de par sa présence dans la Dream Team de Barcelone, mais aussi pour le rôle qu'il avait dans le trio magique des Warriors du début des années 90 appelé Run TMC. Il ne lui manque probablement que de vrais résultats collectifs pour être classé plus haut. Voilà pour ce qui est des places 100 à 81, voilà pour ce qui est du premier opus de mon top 100 all-time. Je vous affiche rapide le récap histoire que tout soit clair. Dites-moi si ça vous a plu en tout cas, le format est bien, ça complète suffisamment ce que vous trouvez sur Insta. J'ai besoin de retour, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous rappelle que si vous n'avez pas la patience d'attendre ma prochaine vidéo de ce type, il y aura tous les jours sur Instagram. Il suffira de regarder mes stories. Demain je dévoilerai mon choix 75 par exemple, et pour tout ce que vous avez manqué, ce sera affiché dans mes stories à la une. Mais bon, ça suffit, on a assez parlé du top 100.
intéressant, et comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Aujourd'hui, comme promis, j'annonce le nom des 2 abonnés qui vont remporter un bon d'achat de 50 € chez notre partenaire Team Retro US. Pour avoir une chance d'être tiré au sort, il fallait tout d'abord répondre à une question. C'était celle-ci: quel est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté la même année le trophée de MVP, le trophée de MVP des finales et le trophée de Defensive Player of the Year? Vous avez été beaucoup à répondre Michael Jordan et vous vous êtes trompé. MJ a bien remporté ces 3 trophées au cours de sa carrière, mais il ne l'a jamais fait sur une seule et même saison. Le seul qui l'a fait, c'est Hakeem Olajuwon, et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un gros indice derrière. En tout cas, vous avez tout de même été plus de 350 à trouver son nom, c'est plutôt pas mal. Alors du coup, parmi vous, les 2 qui ont été tirés au sort sont Biboussé et Stéphanie Gross. Bravo à vous, à partir de maintenant, vous avez exactement une semaine pour me réclamer votre dû. Pour ça, c'est simple, soit vous m'écrivez à l'adresse mail contact que vous trouverez dans la description, soit vous m'envoyez un message privé sur Instagram. Je vous indiquerai ensuite la marche à suivre. Les autres, ne vous en faites pas, il y a d'autres concours bien cool qui arrivent dans les prochaines vidéos. Alors pour ne pas les manquer, je vous invite vivement à écouter ce que Sylvain Sautier a à vous dire. Salut, c'est Sylvain Sautier du BCS. Allez, follow le compte Le 6ème Homme sur Instagram et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne YouTube. Sylvain Sautier, vous connaissez? Cet ailier de 31 ans s'éclate cette année en Pro B. Avec l'équipe alsacienne de Souffle, il squatte le top 8 du championnat après avoir remporté le titre en N1 l'an dernier. Mais parler de lui me permet d'aller un peu plus loin que les parquets français aujourd'hui. Ouais, car Sylvain est un membre très actif de l'association Enfants du Bénin Debout. Et franchement, ce qu'ils font, c'est énorme. Autour du sport, et principalement dans les pays d'Afrique de l'Ouest, ils organisent des camps socioculturels, des camps de réconciliation, et déploient même des projets dans le cadre de l'égalité homme-femme. Sylvain vient d'ailleurs de prendre la direction de l'un de ces camps en Centrafrique. Franchement, les projets comme ça déboîte. Alors n'hésitez pas à les soutenir, je mettrai tout ce qu'il faut en description. En tout cas, merci énormément pour le soutien, Sylvain, bon courage pour la suite de ta saison et tes projets associatifs, et vous allez follow tout ça sur les réseaux. Mais quand même, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche aussi. Et ouais, sans cette cloche, rien ne vous dit que vous serez prévenu à la sortie de mes prochaines vidéos, ce serait dommage. Bref, pour le reste de l'actu, vous le savez, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver une excellente interview maison de Clint Capella qui parle de son arrivée à Atlanta. Pour débattre avec la commu de fans hardcore, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Je mettrai bien sûr les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, je compte sur vous pour me mettre un énorme pouce bleu pour me soutenir et faire partie de la team référencement. Ça aussi, c'est important. À très vite!